Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et aujourd'hui, vous saviez de quoi auquel on va s'attaquer. Justement, on va s'attaquer à un show de la WWE sur les 2 nuits de SummerSlam 2025 qui s'est déroulé dans le New Jersey, donc pas loin de la ville de New York, et que je sais pas si les avis sont divers et variés ou plutôt partagés, mais j'ai l'impression que ce n'est pas non plus le SummerSlam le plus mémorable et le plus caritatif qui soit, selon moi, parce que je n'ai pas encore vu et entendu tous les avis divers, à part, à part justement la critique de The OG, donc The Original, mais voilà, sinon sans plus. Si ce n'est que justement, on poursuit directement avec tout d'abord le thème American of Beautiful, que malheureusement je ne connais pas cette personne. Puis on a la guest host Cardi B qui arrive à faire son entrée et qu'elle fait une promo de manière totalement pétée. Et quand je dis de manière totalement pétée, c'est-à-dire faire une promo qui n'a ni queue ni tête, seulement pour faire chauffer la foule. Eh ben, si j'étais elle, j'aurais lu mon script avant de faire mon entrée sur le ring. Voilà tout. Et puis, on commence directement avec le tout premier match de la soirée. Et je me demande, mais qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi le mettre dans l'opener alors que ça aurait pu être dans le semi-main event, entre guillemets, on va dire ça comme ça? Tout simplement le match entre The OG Bloodline, donc les Original Bloodline, Roman Reigns et Main Event Jey Uso, contre tout simplement Bron Breakker et Bronson Reed, accompagnés par Polyman. Une équipe qui n'a même pas de nom d'équipe pour une faction avec Seth Rollins. En même temps, est-ce que ça doit me surprendre avec le booking de Bron Breakker et de Bronson Reed, comme quoi ils se font un peu passer pour des laquais de Seth Rollins? Ça me surprend pas du tout. Vraiment pas du tout, du tout. Et que dans le match, on a eu que des phases de domination plus du côté des heels, quand c'est Bron Breakker qui prend beaucoup trop l'avantage. Et quand c'est pas le cas, il y a les comebacks des babyface. Donc Roman Reigns et de Jey Uso, n'importe quel d'entre ceux-là. Mais ce que j'ai pas aimé, c'était pendant plein match, Jey Uso se permet de faire hit. Pourtant, j'adore de faire des hits de manière silencieusement, mais à répétition, ça devient gavant à la fin. Et que c'est stupide de faire ça en plein match. Ouais, en fait, quand je dis main event Jey Uso, j'ai plutôt envie de dire mid-quart d'heure Jey Uso. Alors que Roman Reigns, normalement avec lui, on est censé avoir du star power avec tout simplement le côté tribal chief qui le colle très bien à la peau. Mais vu comment son traitement actuel à la WWE, ça me semble vraiment bizarre tout ça. J'ai pas les mots pour vous décrire de tout ce que je peux dire. Mais entre autres, on passe directement au climax parce qu'il y a tellement trop de choses à dire. Bron Breakker voulait faire un spear sur Jey Uso. Et finalement, c'est Roman Reigns qui va se prendre tout d'abord le spear de Bron Breakker. Puis Jey Uso lui fait un super kick à Bron Breakker. Et il va même poursuivre en faisant un spear totalement lamentable sur Bronson Reed. Et il effectue un Uso Splash pour la victoire. Donc c'est victoire des Original Bloodline, donc Jey Uso et Roman Reigns. Et ce qui est sûr, c'est que ça commence un petit peu bizarrement pour la première nuit. Et qu'on est qu'au tout début. Ouais. Puis, on a le match numéro 2, encore en équipe, mais cette fois-ci du côté des femmes. Donc, tout simplement, Charlotte Flair et Alexa Bliss, qui affrontent le Judgment Day féminin, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, pour les titres féminins du monde par équipe. Et ce qui est tourné à propos de ce match-là, vu comment du côté des hommes, ça misait comme quoi
l'équipe de Seth Rollins commence à prendre du galon, qu'il est dominé, et qui se permettent même de prendre les chaussures de Roman Reigns. Là, du côté des femmes, c'est totalement différent. On est sur un booking totalement du gaminerie totale. Pourquoi? Parce que, à un premier temps, t'es pas mon ami, on n'est pas amis, tout ça, tout ci, tout ça, entre Charlotte et Alexa Bliss. Qu'est-ce que c'est médiocre? Qu'est-ce que c'est médiocre de voir un tel booking? Je me demande c'est qui a écrit ce scénario. C'est c'est une petite fille qui a fait, qui a fait, on va dire, le script à la maternelle ou quoi? Parce que t'es pas mon ami, t'es mon ami, nanana. Oh là là, mais c'est lourdingue à la fin. Et à tel point que dans le match, ben, il y a un moment auquel ben, il va y avoir beaucoup de phases de domination, toujours du côté des heels. Ça, c'est un peu la base de la base. Mais que par accident, Alexa Bliss va donner un énorme coup de poing à la figure de Charlotte Flair, entre guillemets, parce que moi je pense que c'est plutôt volontaire, pour le côté un peu sulfureux. Et puis dans le climax, quand c'est les babyface qui prend du galon, eh bien, ce sera totalement Alexa Bliss qui va s'emparer de Roxanne Perez en faisant sa Sister Abigail inversée, alors que tu as Charlotte Flair qui va mettre un big boot à Raquel Rodriguez, puis Alexa fait l'exécution pour la victoire et qu'elle remporte les titres avec Charlotte Flair. Alors oui, je trouvais que le public était mort dans le match. Voilà, je trouvais que le public était vraiment pas dedans et que c'est what the fuck de voir ça quoi. Limite j'aurais mis ça en weekly. Et du coup ouais je suis un peu blasé de ce genre de match là avec un booking qui est assez mineur en soi. Donc voilà. Et le troisième ben, c'est pareil, ça va pas arranger les choses. À tel point que je me dis mais c'est un match weekly ou quoi pour un SummerSlam? C'est quoi ce truc bordel? Eh ben, tout simplement, Sami Zayn contre Karrion Kross, accompagné par Scarlett Bordeaux. Si Karrion Kross aurait gagné, Sami Zayn n'aura pas d'autre choix de admettre à Karrion Kross qu'il avait raison et que Zayn avait tort, quoi. Mais par hasard, si Zayn n'était pas une bonne personne, c'est sûr que ben, il aurait gagné haut la main Karrion Kross, ou plutôt Sami Zayn, dans n'importe quelle circonstance. Mais bon, toute l'histoire à propos de ce match-là, et en plus que c'est même pas un très bon build-up. D'ailleurs, on ressent durant toute la carte qu'il y a un manque de build-up. Bah, ils veulent miser sur le côté obscur de Sami Zayn. Est-ce qu'il va tourner sa veste? Est-ce qu'il va devenir un heel ou un face? Bref, on tease beaucoup là-dessus. C'est un peu comme avec Cody Rhodes actuellement. Et que au moment, bah, dans le climax, parce que j'ai pas besoin de tout citer de ce qu'il y a dans le match, bah, Scarlett va donner bah, la barre de fer, ou plutôt un tuyau en plastique. Non, je crois que celle-là elle était plutôt métallique. Et ben, elle va lui donner, et du coup, on va lui poser le choix. Est-ce qu'il va accepter son côté obscur, ou alors est-ce qu'il va tout simplement refuser l'offre? Eh ben, il refuse l'offre. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va battre haut la main Karrion Kross, tout d'abord avec un Exploder Suplex, puis il poursuit sa course avec un Helluva Kick pour la victoire. Ok, pourquoi ce match a d'intérêt et pourquoi il est sur la carte? Je vois pas pourquoi il serait sur la carte, ça n'a aucun sens. Vraiment, je ne comprends pas. Et dire qu'il y a des gars qui sont même pas utilisés, qui sont même pas sur la carte, je pense notamment à LA Knight, et même du côté des filles, avec Julia, qui aurait sûrement peut-être une place dessus. Mais encore une fois, on n'en le saura rien. Puis, ben, bien sûr, on va poursuivre au niveau pub, la pub pour Clash in Paris, la pub pour Triple Mania 33 avec la Triple A, là où il y avait les catcheurs de Mister Iguana, donc Monsieur l'Iguane avec Psycho Clown. Puis, on passe ben, les célébrités dans le public, des tas de promos à gogo, comme les sponsors à gogo, j'en passe des trucs à gogo auxquels il est sorti. Et puis, pour terminer tout cela, parce qu'il y a tellement trop de trucs à citer,
eh ben, on va faire un tout dernier hommage à Hulk Hogan, oui, directement au SummerSlam. Vu comment les hommages c'est beaucoup fait du côté de SmackDown et même du côté de Raw et un petit peu du côté d'NXT, également du côté de la TNA et un tout petit peu du côté de la AEW avec Tony Schiavone qui a posé quelques mots et même du côté de la New Japan. Donc voilà comment on pourrait tout résumer là-dessus. Mais bon, je préfère passer à la suite pour tout cela. Vu comment le quatrième match, parce que j'ai oublié de citer, j'ai cité le premier, le deuxième et le troisième. Maintenant, c'est le quatrième match pour le titre féminin de la WWE entre Tiffany Stratton, la championne, contre Jade Cargill, la gagnante du Queen of the Ring. Et ce match était court. Un peu comme celui de Sami Zayn et Karrion Kross, eh bien ce match-là aussi était vraiment court. Et d'ailleurs, petit aparté, il y en a qui ont fait leur entrée de manière totalement différente. Par exemple, Tiffany Stratton, elle a fait son entrée en mode Cendrillon, et Jade Cargill avec les couleurs de son pays d'origine, la Jamaïque. Ce n'est pas un hommage à Kofi Kingston, vu comment elle est réellement née jamaïcaine, mais qu'elle réside en Floride. Donc voilà tout. Mais sinon, le match n'était pas forcément terrible, hein. Je me rappelais qu'il y avait des petites erreurs auxquelles elle a effectué Jade Cargill, notamment en pavanant sur le ring alors que son adversaire, justement, allait se relever pour l'attaquer. Donc ça, c'est vraiment une erreur limite comme une débutante, un truc qu'il ne faut pas faire. Et puis la deuxième, elle était prête pour son Jaded, donc son fameux Glam Slam, pour la victoire. Elle était prête à remporter le match, mais il a fallu qu'elle se rapproche un peu trop près des cordes. Et ça, c'est une erreur monumentale, pardonnez-moi. J'arrive plus à parler. Monumentale, voilà, monumentale. Et du coup, elle essaie de retenter son Jaded, mais ça ne passera pas cette fois-ci. Puis, elle veut essayer en hauteur de la troisième corde, mais ça va être contré en Body Scissors. Et Tiffany Stratton va poursuivre le match en faisant sa prettiest moonsault ever pour la victoire. Donc c'est victoire de Tiffany Stratton. Je n'en dirai pas plus à cela. Et puis, on va dire plus que deux et demi de match après c'est terminé pour la carte numéro 1. Car c'est un autre match par équipe masculin, mais cette fois-ci un match par équipe auquel il y a du petite célébrité. Petit entre guillemets, bien sûr j'abuse un petit peu, mais il y a des célébrités auxquelles on pourrait en citer. Donc Drew McIntyre et Logan Paul contre Randy Orton et Jelly Roll. Alors, l'histoire en soi, tout simplement, elle est simple à comprendre. Jelly Roll voulait faire un concert tranquillou devant les fans pour qu'ils s'ambiancent, quoi. Puis t'as Logan Paul qui vient tout casser l'ambiance et que, comme à l'habitude, il aime chercher la merde. Et que Randy Orton essaye de faire dégager cette espèce de pourriture. Puis, t'as Drew McIntyre qui arrive et qui se mêle à la fête. Et d'ailleurs, ces temps-ci, c'est vrai que Drew McIntyre, il passe vraiment son temps à troller les fans, un peu comme Logan Paul, en disant «Ah, je serai pas là, ah, je serai là». Il faut arrêter de... Au bout d'un moment, parce que là, ça commence vraiment à devenir lourd. Un gars qui est bête et méchant, qui est frustré parce qu'il a perdu tous ses matchs et les opportunités. En même temps, c'est à cause de cette attitude-là auquel y a de quoi que tu perds tous tes matchs. Au lieu d'en faire trop des caisses et partir et basta, tu te fais vraiment passer pour un guignol. Donc voilà ce que j'ai à dire pour Drew McIntyre, alors que j'adore Drew McIntyre. Et concernant Jelly Roll, on sait que c'est un outsider, hein. C'est un outsider et que c'est même pas un catcheur. Donc, et ça se voit parce que selon moi, pour moi, la WWE font une énorme erreur avec ça. Même s'ils veulent faire un match assez spécial de célébrités auquel ils veulent, entre guillemets, les mettre en avant ou plutôt les faire mousser auprès du public. Bref, ça m'étonne pas venant de la VVE et TKO. Et que je le vois à tout prix que Jelly Roll n'est même pas prêt. Non, il est vraiment pas prêt du tout.
Et pourtant, il va quand même subir durant le match, mais il va quand même aussi se défendre par certains moments. Mais celui qui va faire tout le boulot, ben, c'est sûr, c'est Randy Orton hein, en tant que babyface. Il va faire tout le boulot à la place de Jelly Roll, vu comment en même temps, c'est normal, c'est un vétéran. Et normalement, quand, quand tu fais équipe avec un vétéran, tu l'écoutes le vétéran. Même si ça me fait un peu du mal de l'admettre, que ça me fait un peu mal de voir Randy Orton dans ce registre à jouer les bons copains pour les célébrités. Ça me déplaît plus qu'autre chose. Et que on va retenir surtout le spot du splash sur la table des commentateurs alors qu'il a mis KO Jelly Roll. Et qu'on était persuadé qu'il allait quitter le stage. Mais finalement, il décide de rester et poursuivre le match. Et que c'est là auquel il va en prendre pour son grade. Il va un peu subir encore et encore et encore. Puis Logan Paul, il essaie de faire un spot sur la troisième corde, mais Jelly Roll le rattrape en Power Slam. Il effectue le tombé, mais c'est compte de 2. Puis se fait allumer par un Claymore Kick de la part de Drew McIntyre. Et enfin, pour terminer, Logan Paul, il termine avec un splash. Donc cette victoire de Logan Paul et de Drew McIntyre, et que c'est pas forcément très très surprenant. Est-ce que ça va leur servir quelque chose euh, De la hit pour Logan Paul, ça c'est sûrement sûr et certain. Mais pour Drew McIntyre, j'ai un sacré doute. Vraiment un sacré doute en venant de lui. En sachant que il se fait constamment enterrer en permanence. Et que maintenant, ceux qui se font enterrer, c'est sûr, c'est lui qui se fait enterrer. Et Randy Orton. Pour moi, je ne vois que ça comme explication. Bref, c'est... Et pourtant, dans les entrées spéciales, rien n'était spécial du tout. C'était vraiment un peu pauvrette. Et dire qu'ils allaient essayer de rattraper la bouse qui était WrestleMania 41 des mauvais côtés auxquels il y a eu, là, je vois carrément tout l'inverse. En tout cas, c'est à titre perso. Et puis, le main event de la nuit 1, pour le titre de champion du monde de la WWE, CM Punk contre Gunther. Alors, ce match-là, dans la rivalité, il n'y a pas de build-up. Si ce n'est que on sait que CM Punk a remporté un match de gauntlet pour avoir une chance pour affronter Gunther. Et ce qui va se passer, c'est que les deux, ils vont pas mal interagir au micro. Mais on sait que c'est CM Punk qui va ressortir grandi de la promo. Car il va carrément fumer Gunther au micro. Et est-ce que SummerSlam pour CM Punk, ce sera son fameux Summer of Punk? En sachant qu'ils nous ont montré les images qu'il avait à la Ring of Honor en 2005, quand il avait remporté le titre. Puis en 2011, quand il avait fait sa paille bombe. Et là, en 2025, est-ce que c'est l'occasion idéale pour nous montrer ce que c'est le vrai Summer of Punk? Ah, j'en pose des tas de questions. Hein. 1001 questions, j'en pose. Bon, ce que je vais pas vous mentir dans ce match, c'est que c'était un peu long et un peu chiant. Je suis d'accord avec certaines personnes qui disent que c'était très très lent et que c'était du match à la Gunther. Mais ce qu'il va faire, Gunther, c'est que à un moment dans le match, il va commencer à se montrer très violent durant tout le match, avec des violents atémis, et que ta CM Punk, durant toute la rencontre, il va en chier. Et je dis, et j'en pèse mes mots, il va en chier durant tout le match. Il va en se manger des chops à répétition, des prises, certes un peu botchées par petits moments, surtout le splash qui est un peu le pire splash. Parce que oui, Gunther, c'est pas parce qu'il est grand qu'il sait faire des beaux splashs, c'est tout simplement parce que en tant que grand athlète, normalement il peut en faire mieux, mais c'est un splash qui n'est pas, on va dire, très joli, mais bon, tout le monde n'est pas fait pour avoir de très beaux splashs. Donc voilà quoi, j'en pèse totalement mes mots comme je dis. Et pourtant, il y a des moments auxquels CM Punk il va revenir durant le match, mais ce sera Gunther qui va le dominer tout le long. Hein. Et c'est sûr, ça se voit qu'il en a pris des bonnes tartelettes dans la figure, des bonnes mandales de Atemi, et que ça résonnait partout dans la salle.
En gros, ben, il a pas aimé comment CM Punk l'a rabaissé, surtout en le traitant de gamin, pour montrer à Gunther que lui au moins il a de l'expérience et que il a galéré pour avoir tout ce qu'il mérite et maintenant, ben, l'opportunité, ben, il a presque au niveau de la poche, j'aimerais dire pour CM Punk. Et puis, tu as l'erreur de Gunther, parce qu'il va avoir un tournant dans le match, auquel ben, il va se mettre sur la table, et il va se faire trébucher par CM Punk, et que c'est à ce moment-là auquel ben, il va se réfugier dans la table des commentateurs ben, pour se blader, donc il va se couper le front, et il va finir en sang. Oui, parce qu'on sait d'où ça vient le secret. Malheureusement, le magicien a révélé sa tactique de magie, et ça, il n'y a que des vidéos pour le prouver. Et CM Punk, ben, certes, il est fatigué, il est vraiment à bout de souffle. Il, il est un peu le Rocky Balboa dans ce match, en jouant à la boxe, en frappant sur la tête de Gunther, qui est déjà pissé le sang, donc il va vraiment viser sur la plaie. Puis, il se sent, entre guillemets, pousser des ailes. Il va commencer à effectuer ses fameuses tactiques, notamment ben, le running knee dans le coin, le clothesline, la descente du coude à la Macho Man, tentative de go to sleep, donc GTS, mais qui ne passe pas parce que Gunther va faire un sleeper hold. Il croyait avoir la victoire avec cela, mais heureusement que CM Punk était un vrai dur à cuire parce qu'il s'en est relevé de plusieurs finishes et il a toujours de l'énergie malgré qu'il est épuisé physiquement. Ben, il va arriver à faire un go to sleep sur Gunther, puis la deuxième, et il en vient à bout du ring général. Donc il arrive à battre Gunther pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd de la WWE. CM Punk obtient le titre. Donc c'est sûr, c'était un sacré moment pour lui, qu'il obtient le titre après un long moment à combattre sur le ring qui était très épuisant et un peu fatigant. Même moi j'étais un petit peu fatigué, mais ce qui m'a permis de m'être tenir éveillé, c'était les coups que faisait Gunther à CM Punk. Et que là, ben, il célèbre avec le public. Et puis, t'as une musique auquel on pensait qu'il allait pas revenir pendant très très longtemps. Eh bien, c'est un certain Seth Rollins qui arrive avec Polyman et la mallette, surtout avec des béquilles et une attelle au genou. Et que après, ben, il se met de dos, il lâche les béquilles, il retire son attelle, surtout sa veste, et il part au ring, et il va commencer à allumer CM Punk avec la mallette, et il met sa mallette en jeu pour le titre du monde poids lourd. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va le battre avec un curb stomp pour la victoire. Donc, victoire de Seth Rollins, qui remporte le titre de champion du monde poids lourd, et qui termine la nuit 1. Alors là, c'est sûr que la blessure de Seth Rollins était un troll. On nous a vraiment trollé avec ça. On a cru que c'était réel, que c'était une réelle blessure. Eh bien, la WWE nous a totalement menti. Et pourtant, on le savait, hein. On le savait parce qu'il y avait des rumeurs en ligne, comme quoi ben, la blessure de Seth Rollins serait fausse et qu'il allait ben, le cacher durant le match. Et c'est ce qu'il a fait. Bref, je savais de toute manière, et dire qu'il paraissait tellement réel, mais c'était un work. Un work, c'était un work. Donc voilà tout. Maintenant, j'ai terminé avec la nuit 1, on passe à la nuit 2, je vais un petit peu couper, puis on repoursuit. Et pour la nuit 2, ben, on poursuit encore en bonté, enfin encore en beauté, mais avec la promo de Triple H qui était là pour se faire mousser et pour nous souhaiter bienvenue à SummerSlam. Et comme d'habitude, ça c'est du pur Triple H dans le texte. Et puis ben, dans le main event, enfin dans le main event, vous allez comprendre de qui va faire son apparition. Je ne vous fais pas de dessin, mais voilà tout. Et pourtant, on va commencer avec le premier match de la soirée, avec le match triple menace pour le titre de championne du monde féminin de la WWE, Naomi contre Rhea Ripley contre Io Sky. Oui, ce match était présent sur la carte, et auquel ben, il s'est tellement passé des tas de trucs que je n'étais pas concentré durant le match, vu comment j'étais malheureusement en appel avec un ami. Et cet ami en question, ben, on parlait de tout et de rien pendant que moi j'étais en train de regarder ce show-là. Donc oui, je suis totalement désolé, mais j'en avais que faire de ce match-là. Et que
peu importe la gagnante, ben, celle qui remporte le match en sortirait grandie. Donc, pour, euh, pour poursuivre à tout ça, ce n'est ni Io Sky, ni Rhea Ripley qui remporte le match, mais bel et bien Naomi qui va réussir à surprendre ben, Rhea Ripley en faisant ben, le pin et le compte de 3 et le titre qu'elle conserve toujours. Donc voilà tout. Voilà tout à propos de ce match. Et le deuxième match, ben, c'est un match de table, d'échelle et de chaises, donc un TLC pour le championnat ben, par équipe de la WWE, et auquel ben, on nous a présenté en premier lieu les Dudley Boys et les Hardy Boys qui étaient dans le public. Eh bien, les personnes impliquées dans le match, eh ben, ce sont tout à premier temps ben, la première équipe, les Wyatt Six, avec Dexter Lumis et Joe Gacy, qu'ils affrontent également d'autres personnes, Andrade, Rey Fenix, puis ils affrontent DIY, donc Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, accompagnés bien sûr par Candice LeRae, The Fraxium, donc Nathan Fraser et Axiom, quoi. Et on poursuit encore avec les MCMJ, les Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Sabine. Et puis pour terminer, les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford accompagnés par Bifab. Et ce qui est sûr, est-ce que ce match-là, parce que je connais très bien ceux qui vont se dire, ah c'est mieux que leur deuxième match, que leur premier match de TLC au SummerSlam 2000 entre Edge et Christian, les Hardy Boys et les Dudley Boys. Très franchement, j'ai préféré leur triple affrontement. La première, c'était à WrestleMania 16 en 2000, SummerSlam 2000, et pour terminer, WrestleMania 17, auquel c'était absolument dingue. Et là, ils ont voulu mettre plusieurs équipes à la fois, et pour nous faire croire que ah c'est super, c'est encore mieux que les matchs précédents auxquels ils nous ont tous vibrés. Ah, c'est génial. C'était que des spots, que des trucs à gogo, des chaises, des échelles et tout ça. Mais est-ce que c'est mieux que l'époque où Edge et Christian étaient encore là, les Dudley Boys catchaient aussi, et même les Hardy Boys? Est-ce que c'est mieux que tout cela? Je crois pas, malheureusement. Je ne crois pas. Car oui, le match il peut être bon, mais pour moi il ne surpasse pas la trilogie de matchs entre Edge et Christian, les Hardy Boys et les Dudley Boys. Et ça, ceux qui disent que c'est mieux que cela, ben, je ne vous comprends absolument pas du tout. Alors que ceux qui disent que Edge et Christian, Hardy Boys et Dudley Boys étaient mieux que les autres équipes impliquées tous réunis, ben, ça je comprendrais. Je comprendrais absolument. Et pourtant, après divers spots et de tentatives de suicide à répétition, parce que j'en ai vu des spots de dingue auxquels on a eu, eh bien, malgré les équipes auxquelles j'apprécie fort, comme les Motor City Machine Guns, les Street Profits et un petit peu les DIY, mais bon, je vais pas non plus trop les acclamer pour autant, et Andrade et Rey Fenix, que j'apprécie aussi, eh ben, ça va être tout de même les Wyatt Six qui conservent les ceintures par équipe de la WWE. Et perso, qu'est-ce que j'en avais à faire si ce n'est que on sait que dans pas très longtemps ils vont disparaître et que ça leur fait pas honneur tout simplement. Ça fait pas du tout honneur à Bray Wyatt. Si ce n'est que, ok, ils ont gagné, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça c'est ma manière à moi de penser à cela. Mais voilà quoi. Je passe directement au troisième match. Et c'est un match de la dernière chance pour Lyra Valkyria. Donc oui, c'est le match entre Becky Lynch contre Lyra Valkyria. Qui s'est déroulé un match sans aucune disqualification, sans décompte extérieur et j'en passe d'autres. Donc le titre intercontinental féminin est en jeu. Et ce qui est sûr, c'est que ça a été du pur massacre entre les deux femmes. Je pourrais en citer des tas de trucs, mais ce serait beaucoup trop long à citer. Si ce n'est que elles se sont auto-mutilées en utilisant des objets assez barbares, comme l'utilisation, je crois que c'était l'utilisation d'une canne en bois ou en métal, je crois,
Et après, ben, des objets basiques auxquels on a toujours l'habitude de voir. Même des tables sponsorisées auxquelles ben, maintenant ils mettent des sponsors sur les tables et que ça prouve que la WWE est un produit marketing. Parce que tu le ressens quand tu regardes un show que maintenant c'est un produit publicitaire, de la propagande publicitaire et j'en passe d'autres. Et après, bien sûr, Lyra Valkyria va avoir un moment de comeback pour essayer de battre Becky Lynch. Donc elle tente de tout pour le tout, vraiment. Elle fait du mieux possible, mais après, ben, Becky Lynch va prendre l'avantage et au moment où elle était prête à achever Lyra Valkyria avec la canne, eh bien, Bayley arrive à sauver un peu les miches de Lyra Valkyria et qu'à un moment, il va y avoir une bagarre entre les deux femmes. Et je crois il va y avoir même également une petite interaction maladresse avec Lyra Valkyria et Bayley, je crois. Même si je suis presque sûr et persuadé qu'à un moment donné, bah, elle va sûrement tourner sa veste devant le public, Bayley, pour se rallier à la cause de Becky Lynch. Oui, on peut spoiler, mais on ne sait jamais les surprises, hein, parce qu'on on les connaît. Et malgré les efforts de Lyra d'essayer de remporter le titre qu'elle a perdu, ben, elle va échouer avec un Manette de Slam et que c'est la victoire de Becky Lynch. Donc c'est elle qui conserve le titre intercontinental. Et voilà, maintenant, Lyra Valkyria n'a plus de chance au titre tant que Lynch est toujours championne. Si c'est une autre personne, là oui, la chance lui sourit. Mais tant que c'est Becky Lynch, elle se sent vraiment couper les ailes. Là, c'est sûr, on coupe les ailes en petits morceaux. Donc voilà, maintenant quatrième match. Et que c'est un match de catch, en cage, pardonnez-moi, et pas de catch, parce qu'on sait que c'est un match de catch. Un match en cage pour le titre des États-Unis de la WWE. Solo Sikoa, accompagné par ses MFT, son arbre généalogique familial, quoi, contre Jacob Fatu, auquel, ben, un premier temps, il arrive tout seul, puis en plein match sera avec Jimmy Uso. Eh ben, dans ce match-là, est-ce que j'ai besoin vraiment d'en citer plus, si ce n'est que on sait que Jacob Fatu a trahi Solo Sikoa pour de bonnes raisons, parce que ce dernier se foutait de sa gueule, et qu'il voulait se débarrasser pour être seul en solo. Puis t'as Solo Sikoa qui n'a pas digéré la séparation, qui préfère de détruire Jacob Fatu pour le faire rappeler à quel point bah, sans lui il ne serait pas la WWE, et qui lui a même arraché le titre. Et là, Jacob Fatu a loin d'en avoir terminé avec Solo Sikoa, et qui veut régler ça à l'amiable. Et ce qui est sûr, c'est que ça a été de la pure bagarre. Bon, après, c'est du pur match à Solo Sikoa et à Jacob Fatu, respectivement parlant, quoi. Mais qu'on n'est pas non plus à l'abri des interventions hein, de Tonga Loa, de JC Matteo / Jeff Cobb, de Talatonga / Ikuleo. Il manquerait plus que Tamatonga. Et là, c'est sûr, la famille est totalement réunie. Mais bon, des interventions à gogo, ben, il va en avoir. Surtout Jey Uso, qui va essayer de se débarrasser des membres de MFT, mais il se fait calmer par le géant Talatonga. Et puis, ben, ça poursuit toujours sur le ring avec Jacob Fatu, qui pensait qu'un premier temps, il allait avoir une phase de domination en le battant avec ses best moonsault ever. Eh bien, Solo Sikoa se relève au compte de 2. Puis ça va commencer à se rappliquer. T'as Tonga Loa qui va venir, t'as la Tonga aussi. Et pourtant, Jacob Fatu va les allumer tous un à un. Et puis, ben, au moment où on était presque sûr qu'il allait remporter le match, surtout quand ça venait au climax au niveau de la porte d'entrée, eh bien, t'as Talatonga qui fait un big boot sur la tête de Jacob Fatu avec la porte de la cage. Et puis, ben, t'as Solo Sikoa discrètement. Il va commencer à sortir de la cage, tant bien que difficilement, mais il sort de la cage pour la victoire. Donc c'est Solo Sikoa. Entre les guillemets, il en a un peu terminé avec Jacob Fatu. Mais perso, j'en doute très fort. Vraiment, j'en doute. Plus que 2 matchs après c'est terminé. Match pour le titre intercontinental de la WWE entre
The Dirty Dum Dum, Dominic Mysterio contre The Phenomenal One, AJ Styles. Alors, ce match, en gros, pourquoi il a lieu au SummerSlam? Bah, tout simplement parce que Monsieur Dominic Mysterio, ou je devrais appeler Dominic Guerrero, oui, parce que on sent qu'il y a un peu le côté à light, à shield, à steel, je mange, je triche, je vole. Eh bien, il faisait croire aux officiels comme quoi il est réellement blessé, mais la vérité, c'est que tout ça n'est que du pipeau. Même s'il a beau montrer son certificat médical, même si on sait qu'il a plutôt essayé la photocopieuse pour faire croire que c'est un certificat médical. Puis tu as bien sûr AJ Styles qui va commencer à le suivre, un peu le harceler entre guillemets, en disant je te suis et je t'ai à l'œil. C'est vrai que ça a créé des moments drôles avec AJ Styles, comme le fait de jouer les voituriers de n'importe qui, par exemple la voiture du Judgment Day. Eh ben, il était en mode voiturier, puis en mode concierge, et puis en tant qu'aide-soignant médical, vu comment quand Dominique Mysterio s'était mangé un coup dans la tronche, ou plutôt dans le cœur, il a fait «Ah, j'ai mal au cœur!» Alors qu'il y avait une femme médecin pour essayer de venir en lui. À mon avis, ce petit coquin voulait qu'on lui fait un bisou. Et quand il y avait AJ Styles, eh ben, il y avait des moments très drôles avec cela. Il y avait vraiment un truc très drôle avec AJ Styles et Dominique Mysterio. Mais après, est-ce que ça va aider tout cela? Et même si ça me fait un peu du mal de l'admettre que AJ Styles dans ce registre, dans l'ère Triple H, ça se voit que on veut un peu l'enterrer dans le booking. D'ailleurs, c'est pas que, hein. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, du côté de la WWE, ils cherchent à enterrer la TNA et ils vont pas tarder avec la AAA, ça c'est sûr et certain, et ça c'est moi qui vous le dis. Je suis persuadé que la WWE va les enterrer comme pas possible. Et d'ailleurs, ça se ressent. Et il a fallu que même malgré les tentatives d'essayer des officiels de les convaincre qu'ils ont un match au SummerSlam, ben, au moins AJ Styles il a son match pour le titre et que est-ce qu'il pourrait remporter le match ou non? Je pourrais dire spoiler, ce n'est pas le cas, mais on va y revenir. Car bien sûr Dominique Mysterio fait son entrée avec un masque pour montrer à quel point c'est un véritable caballero quoi. Et puis t'as AJ Styles qui fait son entrée en mode Eddie Guerrero avec un mec qui s'est fait teindre les cheveux en blond, comme si c'était le jeune Dominique Mysterio il y a, il y a des années en arrière. Oui, parce que au SummerSlam, on va dire que Dominique Mysterio, il avait une petite histoire avec justement Rey Mysterio et Eddie Guerrero pour la garde. Si quelqu'un gagne le match, c'est sûr, ce serait l'un des deux qui repartirait avec le petit garçon de l'époque. Oui, ça fait 20 ans plus tard. Mais par contre, ce que j'ai pas trop aimé avec les commentateurs français, parce que oui, je les regarde en français durant tout le long, j'ai pas aimé comment on dit ouais, ça fait 20 ans de carrière qu'il est là, Dominique Mysterio, donc c'est vrai qu'il a de l'expérience, c'est un vétéran. Non, justement, faut arrêter les bêtises, bande d'abrutis. Que ce soit Nadir Mohamedi ou Christophe Ajus, malgré tout le respect que je vous dois, je ne suis pas d'accord avec vous deux. Et que tout simplement, justement, certes, ça fait 20 ans qu'il était dans une storyline, mais il n'était pas catcheur, bande d'abrutis. Donc faut arrêter les bêtises, quoi. Donc, bon, après, ce qui était bien, c'est que AJ Styles, il était en mode Eddie Guerrero, hein. Il avait la tenue et tout. Donc, on sent qu'il avait du côté latino hit. Et d'ailleurs, à ce propos, je sais même pas s'il avait déjà affronté Eddie Guerrero dans le circuit indépendant, AJ Styles. Ce serait intéressant pour moi d'essayer de découvrir si c'est le cas. Mais en tout cas, peut-être qu'il a côtoyé, que ce soit la ROH ou à la TNA. C'est peut-être sûr et certain. Donc, dans le match, c'est sûr, il avait un côté très bon dans le match, parce que c'était très fluide, très technique. Et puis, il y a un moment auquel ils vont commencer à effectuer le genre de petite stratégie de la triche. Notamment Dominique Mysterio qui se prend pour Eddie Guerrero en tapant la chaise contre le sol du ring.
en lui offrant à AJ Styles, et puis il s'écroule. AJ Styles fait pareil, en mettant la chaise autour du cou, comme si on lui avait réellement pété la nuque avec. Et ça, l'arbitre est un peu troublé. Qui a fait ça? Qui a fait qui? Ça n'a, on va dire, ça n'a pas de sens tout cela. Pour l'arbitre, en même temps, l'arbitre, il était discret, enfin, il était distrait à force de mettre en place un des protections du ring. Donc, voilà quoi. Et puis, tu vas voir Dominique Mysterio qui va commencer à tirer la tirette de ses godasses, enfin, de ses bottines, quoi. Pour que AJ Styles va effectuer le Calf Clasher et que par la suite il va se libérer de l'emprise du Calf Clasher. Donc oui, c'est encore du Eddie Guerrero contre Kurt Angle à WrestleMania 20. Et du coup, il a fait cette fameuse stratégie. Et ce qu'il va faire, c'est que il va esquiver AJ Styles, puis il va s'emparer de sa propre bottine pour frapper AJ Styles avec et terminer avec un frog splash pour la victoire. Donc ouais, c'est sûr que AJ Styles se fait quasiment enterrer. Et que c'est victoire de Dominique Mysterio, et que ça ne fait qu'encore que de continuer. Puis, à la fin, parce qu'on va arriver dans le main event, t'as Stephanie McMahon qui va donner le décompte de combien de spectateurs présents. Mais bon, je m'en fiche totalement. On sait que ce soit elle ou Triple H, on sait qu'ils veulent apparaître à la télévision pour se faire mousser, se mettre trop en avant. Et ça, je me dis, pourquoi? Je comprends pas du tout. Mais bon, passons. Match numéro 6, tout simplement le main event, match de combat de rue pour le titre incontesté de la WWE, Cody Rhodes contre The Last Real Champion, le réel vrai champion, John Cena. Justement, parlons-en. Ce qui s'est passé à SummerSlam, j'ai remarqué comme quoi John Cena, il a commencé petit à petit à devenir le gentil de cette histoire. Et je me dis, comment, pourquoi? Tout d'un coup, ça fait tilt dans sa tête pour devenir un bon comme à la bonne vieille époque. Eh bien, tout simplement, il a décidé d'écouter les fans et de faire ce qui est bon pour lui et également pour eux. Et c'est ce John Cena-là auquel Cody Rhodes en réclamait depuis des mois. Eh bien, il le voulait, il l'a eu. Et pourtant, à premier temps, c'est sûr, John Cena voulait pas combattre Cody Rhodes, parce que apparemment il a un film à tourner, mais pourtant, il a accepté quand même le deal. Et ce qui est sûr que maintenant, il va prendre ses bonnes responsabilités et qu'il va faire ce qui est bon pour le public. Donc ce qui est un peu étrange, c'est que j'ai cru que ce double turn arriverait du côté de SummerSlam. Et finalement, pas du tout, c'est déroulé plutôt que prévu. C'est vraiment un choix de décision assez bizarre, je ne vais pas vous le mentir, c'est très bizarre tout cela. Et puis bien sûr, le match a eu lieu. Est-ce que ça va surpasser WrestleMania 41? On va dire que c'était un petit peu mieux que leur premier affrontement, même si c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent, mais vous voyez de quoi je veux parler. Donc c'est sûr, au tout début, ça se fightait avec des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing. Puis on arrive à l'extérieur du ring et on sortait les objets. Donc ça perd pas de temps, ça enchaîne des coups, des prises à répétition. Donc ça part directement comme ça. C'est up and bar. Hein. Puis, on repoursuit encore dans le ring. On prend un escalier en acier, même en utilisant les béquilles. Vu comment c'est un street fight, on est libre de faire ce qu'on veut. Puis il y a des enchaînements de prises, tentatives de crossroads, de AA, Attitude Adjustment. Puis on sort la table sponsorisée. Et qui va passer au travers, ça a été John Cena. Ou encore des tentatives de tout ce genre. On en a eu tout le long de match. Donc oui, ça peut être un bon street fight. Ça peut être un bon street fight, même si certains n'étaient pas forcément trop d'accord. Je peux vous comprendre.
Et puis après qu'on pensait que ce serait évidemment la victoire assurée pour John Cena ou peut-être pour Cody Rhodes, parce que ce qui est sûr c'est que Cody Rhodes va effectuer des crossroads et John Cena va ne faire que se dégager tout le long du match. Donc il va en dégager, il en prend plein la figure et pourtant il continue le match. Et c'est pareil pour Cody Rhodes, eh ben, il va s'en manger des attitude adjustment à répétition, parce que maintenant, vu comment ce n'est plus le FU, mais le attitude adjustment, parce que pendant qu'il était heal, je disais le FU, maintenant, tout simplement, le double A, AA, attitude adjustment. Et pourtant, c'est toujours au compte de 2. Puis il a essayé avec la table, mais ça, ce sera pour plus tard. Vu comment ça va partir au niveau dans le public. Et ça va s'affronter, ça va se fighter, jusqu'à arriver presque dans la rampe d'entrée. En tout cas, en dessous de la rampe d'entrée. Et ce qui est sûr, c'est que Cody Rhodes avait fait son entrée plus tôt, avec un genre de casque en mode Iron Man. Eh bien, ce qu'il va faire, eh bien, il va s'emparer de Cody Rhodes sous ses épaules, en faisant son entrée avec de la lumière, effectuer un attitude adjustment à l'extérieur du ring, puis le remettre sur ses épaules et le remettre dans le ring. Et là, il va passer au travers d'une table, tentative de crossroads qui ne passe pas, et on sent que Cody Rhodes, il est désespéré, et qu'il commence à sortir son petit côté Homelander. Donc, on sent qu'il peut tourner heel à tout moment. Et puis, il va démonter le turnbuckle, enfin, en dessous de la première corde, quoi. Il va démonter le turnbuckle pour frapper John Cena avec. Je crois que c'était 1 ou 2 fois, je pense. Et la troisième qui ne passera pas, vu comment John Cena va s'emparer d'un STF en essayant d'étrangler avec la corde. Puis t'as Cody Rhodes qui inverse la tendance et qui va effectuer l'étranglement sur John Cena. Mais John Cena, il se défait de l'emprise. Tentative de AA, mais c'est toujours compte de 2. Et puis, il va essayer une nouvelle fois, mais Cody Rhodes va s'emparer du premier, du deuxième et troisième crossroads. Et pourtant, c'est toujours au compte de 2. Hein. Donc, comment il faut faire pour en venir à bout du GOAT en personne? Ah, justement, il n'y a que des questions à se poser. Que des questions à se poser, c'est sûr et certain. Et puis ça poursuit encore avec la table qui est déjà placée au centre du ring. Et que John Cena, bien sûr, il va montrer en phase de domination et qui va le mettre sur la troisième corde pour essayer d'effectuer ce manœuvre. Mais sauf que Cody Rhodes, il va s'en dégager de l'emprise de John Cena et il va effectuer un Cody Cutter à travers la table. Ce qui est sûr, c'est que John Cena, il est complètement sonné par la suite et que Cody Rhodes, il voit John Cena qui supplie à genoux près des cordes et qui va faire un dernier salut militaire à John Cena pour effectuer le tout dernier Crossroads et qui va effectuer le compte de 3 pour la victoire. Donc oui, nouveau champion de la WWE, Cody Rhodes, qui remporte le match. Et à la fin, c'est sûr que John Cena, certes épuisé, fatigué, reconnaît sa défaite, parce que de toute manière, je vais pas vous mentir, mais les autres années, si vous suivez les matchs de John Cena au SummerSlam, c'est vraiment l'endroit auquel il ne subit que des grosses défaites, hein, pour mettre la personne en avant. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Notamment, il s'est mis un petit peu en avant, mais il a plus mis en avant la relève, donc Cody Rhodes. Et il va lui donner la ceinture en main propre. Donc il va lui donner la ceinture. Il va célébrer un dernier câlin. Et il célèbre avec le public. Puis Cody Rhodes, il célèbre justement avec le public, en laissant John Cena seul, évidemment, sur le ring. En disant merci le public, je vous en redois ça. Car après tout, ce petit coup de pied au derrière, j'en avais besoin pour revenir sur le droit chemin. Donc je vous en remercie. Merci d'avoir été là pendant mon dernier combat. Puis je pars m'en aller. Mais cependant, il y a cette fameuse musique auquel on connaît tous très très bien. Et que c'est la musique de The Beast. Here comes the pain, here comes the beast. Un certain Cowboy Brock, oui, Brock Lesnar, qui fait son retour
et que je me dis, what? Quoi? Il, il fait son retour? Mais, mais il est pas en problème avec la justice liée à l'affaire Vince McMahon, là? Euh, c'est, euh, c'est passé comment, quoi? Je suis confus. Est-ce qu'il a été innocenté? Est-ce qu'il est tiré d'affaire? Eh ben, euh, eh bien, il est de retour, surtout avec un nouveau look, d'ailleurs, même s'il avait ce petit look qu'il avait au tout début quand il a commencé à se faire pousser la barbe et un petit peu les cheveux. Mais là, c'est vraiment les cheveux complets, hein. Parce que j'avais vu une image sur Instagram auquel on le voyait bah, avec les cheveux longs et toujours en costard cravate, quoi. Et que bah, on s'est dit, bah, c'est moi ou Brock Lesnar, il a mangé Chris Jericho. Parce que il y a un mélange de Brock Lesnar et Chris Jericho dans le truc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était de retour. Puis il rôde autour du ring. Il voit John Cena. Il enlève sa veste de cow-boy. Son chapeau de cow-boy également. Donc c'est sûr, le fermier, ben, il est sorti de sa ferme pour revenir au SummerSlam. Et qui va démonter John Cena avec un F5. Et c'est comme ça comment le show se termine. Donc oui, il le termine avec un F5 et ça se termine comme cela. Donc c'est un sacré choc de voir Brock Lesnar revenir. Alors je sais que certains, ils étaient heureux de le voir venir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'en connais une qui n'est pas d'accord, mais bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il est de retour, on va voir à quoi ça donne. Et c'est comme ça comment s'annonce la fin de ce SummerSlam. Voilà, je n'ai plus grand chose à dire, si ce n'est que maintenant, je passe directement à la conclusion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.